Bonjour à tous, donc je m'appelle Benoît Charles Lavauzel. J'ai créé une agence digitale en 2009 qui s'appelle Théodo. Donc je vais faire un retour d'expérience aujourd'hui de ce que c'est que d'essayer de faire du lean dans ce contexte qui est purement digital. Alors tout le monde a entendu parler des difficultés du Vélib. On est déjà à 8 mois de retard sur la sortie du nouveau Vélib. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler des difficultés de l'Obamacare. Quand ils ont sorti l'Obamacare, il y avait 80% des souscrivants qui n'ont pas pu s'inscrire sur le site pour avoir une sécurité sociale. Vous avez entendu parler du prélèvement à la source, donc qui a été retardé d'1 an. Et quatrième exemple, c'est la traque de Ben Laden, 10 ans de traque, 450 milliards dépensés en Irak et en Afghanistan. Donc il y a quatre grands et beaux projets qui ont échoué, au moins pendant une certaine période. Et le point commun entre ces 4 grands projets, c'est le digital. C'est-à-dire que ces 4 projets ont été ralentis ou ont échoué à cause du digital. Alors, le Vélib, l'application, encore aujourd'hui, donne des mauvaises informations sur la disponibilité des vélos, ce qui est très gênant. L'Obamacare, la plateforme qui permettait de s'inscrire, buguait à partir de 20 000 personnes connectées en même temps, ce qui a retardé le bon fonctionnement de la plateforme pendant plusieurs mois. Le prélèvement à la source n'a pas pu être sorti pour des raisons politiques, certainement, mais aussi parce que lors de la phase de test, en fait, il y avait beaucoup de contribuables qui étaient prélevés plusieurs fois. Et ce qui a permis de finalement localiser Ben Laden, c'est quand ils ont réussi, après plusieurs années, à croiser les données des différentes agences de renseignement américaines. Donc ça a l'air très compliqué, les technologies digitales, et pourtant, il y a des gens qui arrivent à les maîtriser parfaitement, et même de manière spectaculaire, c'est les GAFA. Google met 4 mois à sortir Google Maps, qui est une plateforme qui est les plus fréquentées au monde. Facebook gère 1 milliard de connexions par jour, donc beaucoup plus que 20 000. Et Amazon fait 7 000 mises en prod par jour, donc 7 000 mises à jour de son site d'e-commerce. Alors, c'est bien quand on est un GAFA, mais quand on n'est pas un GAFA, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la raison d'être de Théodo. En fait, nous, chez Théodo, ce qu'on cherche à faire, c'est que en fait, la technologie soit plus un obstacle pour changer le monde, la technologie soit plus un obstacle pour ces grands projets. Alors, je vais donner quelques exemples de choses qu'on a faites. On a sorti pour Bureau Enquête Analyse, c'est les gens qui enquêtent sur les crashs des avions. On a sorti une première version d'un outil qui permet de centraliser les données récoltées par les enquêteurs après les crashs en 8 semaines. On a créé une plateforme qui permet aux patrons de PME d'avoir une alternative au prêt bancaire en 15 semaines. On a créé pour ADA, qui est un loueur de véhicules, une application qui permet de louer son véhicule, mais aussi de géolocaliser le véhicule et de l'ouvrir et de l'utiliser sans passer par le comptoir. Où on a développé en quelques semaines une plateforme qui permet, c'est une plateforme d'aide aux réfugiés pour les aider à trouver un emploi. Alors, ça c'est pour vous introduire dans quel contexte je travaille et ce que je fais. Maintenant, je vais vous faire une présentation sur 2 axes. La première, je vais vous raconter mon rôle de CEO dans ce contexte digital qui essaie de faire de lean. Et ensuite, je vous parlerai de lead time. Un sujet que j'essaie d'attaquer depuis quelques semaines. Alors, le rôle de CEO, j'allais dire ça commence. Je ne sais pas si ça commence, mais en tout cas, un rôle essentiel du CEO, c'est de définir la stratégie. Alors vous allez voir, chez nous, la stratégie, c'est très simple, c'est 3 piliers. Le premier, c'est d'atteindre le succès du client. Quand un client vient nous voir, il a un problème, il cherche à développer une solution digitale pour résoudre ce problème. Et donc, la stratégie, c'est de trouver des moyens pour systématiquement, à chaque fois, atteindre le succès du client. Le deuxième point, c'est de le faire tout de suite, c'est-à-dire le plus vite possible.
Pourquoi le plus vite possible? Parce qu'à partir du moment où un prospect nous contacte, c'est probablement que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il a le problème, donc si en plus on met beaucoup de temps, ça ne va pas arranger les choses. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a une boîte de service, de faire en sorte que le client soit le plus satisfait possible. Alors une fois que je vous ai planté ce décor, moi je considère que mon rôle principal, c'est de créer un cadre d'apprentissage pour que chacun dans la boîte puisse innover. Alors pourquoi c'est vraiment le cœur du sujet? Parce que chez Théodo, on a une conviction, c'est que si on arrive à faire une boîte où chacun apporte de l'innovation, on pense qu'on sera imbattable. Plusieurs étapes. Déjà, il faut voir les problèmes. Deuxième, identifier les points durs, c'est-à-dire qu'à force de voir les problèmes, on voit des choses qui reviennent et on identifie mieux les sujets qu'il faut qu'on arrive à tacler. Lancer les bonnes personnes, les aider. Et ensuite, cet aller-retour entre la stratégie et le terrain doit permettre, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, de prendre des meilleures décisions et moins de mauvaises décisions. Alors, d'abord voir les problèmes. Pour ça, je vous présente un board projet. Alors, tous les boards projets sont structurés à peu près de la même manière. Vous voyez que les 3 pans de la stratégie sont présents dans le board projet. Donc, en ce moment, chez Théodo, il y a une quarantaine de projets, donc une quarantaine d'équipes qui bossent pour développer une solution digitale. Il y a les 3 pans de la stratégie, et pour chaque pan de la stratégie, il y a des indicateurs qui permettent d'identifier les problèmes. Alors, sur la partie atteinte de succès, c'est quelque chose qui va être très spécifique au projet. Là, c'est un projet pour une banque. Il s'agit de... leur indicateur de succès, c'est que 80% des conseillers bancaires déclarent que l'application les a aidés à conclure une vente. Donc c'est ça qui va permettre d'orienter l'équipe pour améliorer la priorisation des fonctionnalités. Sur la partie vitesse, donc tout de suite, on a un outil qu'on utilise beaucoup chez les agilistes qui s'appelle la board and chart. Une board and chart, c'est quelque chose de très simple. Vous avez un axe qui sont les différents jours de la semaine. Vous mesurez la quantité de travail qui est planifiée dans la semaine et vous mesurez chaque jour où vous en êtes. Dans l'industrie, on mesure les choses de manière beaucoup plus fine, mais dans le digital, déjà mesurer à la journée, c'est déjà une révolution. Donc dès le premier jour de retard, en fait, l'équipe va s'en rendre compte et va pouvoir déclencher une démarche d'amélioration continue. Troisième pan de la stratégie présent sur le board, c'est la satisfaction client. Pour ça, on a un questionnaire qu'on pose sur chaque projet. Chaque semaine, on pose un questionnaire de quelques questions et on demande au client est-ce qu'il est satisfait de la vitesse de l'équipe, est-ce qu'il est satisfait de la qualité d'accompagnement. On lui demande s'il est prêt à recommander Théodo. Alors notre standard, c'est qu'il réponde au moins très bien aux 2 premières questions et qu'il réponde en même temps, oui bien sûr, à la recommandation. C'est comme ça qu'on sait si on est OK sur le projet ou KO, et si on est KO, maintenant on déclenche de l'avancement continu. Donc le fait d'afficher les problèmes, ça permet de mieux comprendre quels sont nos points durs. Alors, je vais donner quelques exemples de points durs. Aussi, chacun lié en fait à la stratégie. Donc sur la satisfaction client, il y a un point qui est très important, c'est qui nous a causé beaucoup de questionnaires KO, c'est la visibilité. La visibilité, c'est la capacité de l'équipe à pouvoir dire que telle feature va être livrée à tel moment au client. C'est la première cause d'insatisfaction en 2016. Et c'est encore une cause d'insatisfaction, là on a pas mal progressé. C'est encore une cause d'insatisfaction majeure. La vitesse d'affichage des pages, ça c'est plutôt on le relie plutôt sur la partie réussir le produit. Donc un point très important sur des projets web, c'est que les pages s'affichent très vite. Google dit que si la page met plus de 3 secondes à s'afficher, vous perdez quasiment la moitié des utilisateurs. Un troisième point dur, c'est le lead time des fonctionnalités, et c'est un sujet que je vais aborder plus tard. Le time to market, c'est évidemment quelque chose de très important pour nos clients. Donc je vois les problèmes. À force de voir des problèmes, j'identifie de mieux en mieux en fait quels sont les points durs, quels sont les sujets dont je sais
de manière sûre que si je progresse dans cette direction, en fait, je vais donner plus de valeur au client et je vais créer un avantage concurrentiel. Et ensuite, il faut lancer les bonnes personnes. Alors ça, c'est un point qui est vraiment important parce que pendant très longtemps, et je pense qu'on le fait encore beaucoup, on a lancé des team leaders et des équipes sur des Kaizen trop difficiles. Et le fait de faire ça pour un manager, ça a des conséquences. C'est que en fait, le team leader et l'équipe ont du mal à trouver de nouvelles choses, à analyser le problème, ils ont du mal à expérimenter de nouvelles solutions, ils ont du mal à créer de la connaissance. Et ça peut générer des frustrations et c'est pas bon pour l'image du lean à l'intérieur d'entreprise. Nous, on a fait beaucoup ça, on continue à le faire beaucoup. Et l'une des raisons pour laquelle on a fait beaucoup cette erreur, c'est dans la démarche du Kaizen, c'est la partie, pour moi, qui est la partie méthode d'analyse. C'est-à-dire, on a essayé de comprendre ce qu'était que le lean dans un contexte plus traditionnel. On essaie de l'adapter à notre contexte digital et parfois on a du mal. Et du coup, on a du mal à aider les équipes à avoir une bonne méthode d'analyse qui va leur permettre de les mettre dans la bonne direction. Alors bien sûr, l'étape d'après, c'est les aider. Ça pour moi, c'est extrêmement important dans mon rôle. J'ai une gymnastique quotidienne qui me maintient en forme, je pense. C'est de faire un Goensi Kaizen par jour. C'est le moment souvent le plus intéressant de ma journée, mais c'est le moment souvent aussi le plus dur de ma journée, parce que je suis pendant ma séance de Goensi Kaizen, il y a des moments où en fait je sais pas où ça va, je sais pas quoi dire, et j'ai en face de moi une équipe qui pense que je vais trouver une super idée pour les aider, donc je me mets en danger. Mais d'un côté, chaque jour, je me reconnecte à la réalité. Je me reconnecte au client, à l'équipe, à ce qu'elle est en train de faire, et ça me permet d'apprendre plein de choses et d'aider l'équipe. Alors comment on aide l'équipe ? Je vous ai parlé déjà de la méthode d'analyse. Alors là, je prends un exemple d'un Kaizen sur un sujet de productivité. On veut doubler la productivité de l'équipe. Et pour ça, on a développé une méthode d'analyse qu'on appelle le Ghost Programming. Alors le Ghost Programming, c'est une méthode qui consiste au fait que le développeur, avant d'attaquer la fonctionnalité qu'il va développer, enfin la user story, c'est-à-dire une petite fonctionnalité, on va y revenir, il va imaginer le temps que va prendre chacune des étapes. Et il va les écrire. Donc c'est une étape de conception, c'est une étape qui est utile en soi déjà, parce que ça permet de réfléchir avant d'agir. Mais c'est aussi une étape qui va permettre ensuite de mesurer, grâce à un outil qu'on a développé, le temps effectif passé, et donc de détecter les écarts, et donc de détecter c'est quoi les éléments, c'est quoi les étapes du développement qui font perdre du temps. Et donc ce genre de méthode d'analyse, c'est extrêmement efficace. Ça permet ensuite de les aider à identifier les pépites. Donc là, très classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des Pareto. Et la troisième étape, ensuite, on les aide à diffuser leurs apprentissages. Alors, on a plusieurs moyens de le faire chez Théodo, c'est toujours un sujet. Mais ce qu'on a fait récemment, c'est... on a un blog interne avec l'ensemble des standards qui sont partagés. Donc on les aide à écrire ces standards-là sous un format bien précis. On a des dojos qui sont organisés. Et donc quand quelqu'un des apprentissages sur un Kaizen, il a la possibilité d'organiser un dojo et un espace pour ça, et un temps pour ça. C'est bien sûr pour pratiquer le nouveau standard, pour apprendre le nouveau standard, mais c'est aussi un super moyen de communication pour un Théodoer qui a appris quelque chose, pour en fait communiquer son expertise et pour que les gens aient le réflexe d'aller vers lui quand ils ont un problème tout de suite. Ensuite, le fait de faire ces allers-retours sur le terrain, entre la stratégie, entre les problématiques stratégiques d'un dirigeant comme moi et le terrain, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe en réalité et donc, je pense, de prendre les meilleures décisions stratégiques. Là, je vais vous partager avec vous un exemple d'une décision stratégique. On a décidé d'investir dans le développement d'un logiciel interne. Et en fait,
tout est parti en fait de ces Kaizen. En fait, on a plusieurs Kaizen comme ça qui concernent la productivité. Et donc on identifie de mieux en mieux, alors bien sûr sur chaque projet c'est différent, mais on identifie indépendamment du projet qu'il y a des sujets qui reviennent très régulièrement. Alors un sujet chez nous qui revient, c'est, alors je vais te donner un peu de contexte, en fait quand on développe un logiciel chez nous, il y a très schématiquement, il y a une partie, on va dire back, c'est le code qui va tourner sur un serveur, et il y a une partie front qui est le code qui tourne sur votre navigateur. Et en fait, sur la partie back, on va dire que l'équipe technique elle est entièrement autonome. En revanche, sur la partie front, il y a quelqu'un d'autre qui intervient, c'est le designer. Le designer, son rôle, c'est de faire quelque chose de beau. Donc il essaie de faire quelque chose de très beau, mais il ne prend pas toujours en compte la problématique ensuite de transformer ce beau en code. Ce qu'on appelle l'intégration. Donc c'est un problème qui est revenu énormément de fois. On a même sur un projet, où ils ont mis 3 semaines à intégrer 2 pages. C'est absolument horrible. Une page, ça doit être intégré en 1 heure. Mais le design était tellement complexe, était tellement pas pensé pour être visualisé sur une page web, que ça a pris énormément de temps. Donc, là, c'est une anecdote, mais ça s'est passé énormément de fois. Et du coup, il y a une équipe qui a commencé à développer dans leur coin, dans le cadre de leur Kaizen, un petit outil qui s'appelle Overlay. Donc là, c'est Kevin et Com. Alors Com, c'est un designer et Kevin, c'est un développeur. Et donc, ils se sont mis ensemble, et ils ont développé cet outil. Et cet outil, c'est un outil qui permet, à partir du design, de générer tout de suite, en fait, dans l'outil utilisé par le designer, on reste dans l'interface du designer, il permet de générer tout de suite le code qui va pouvoir être intégré. Et donc, ça a deux énormes avantages. Le premier, c'est que ça permet au designer de visualiser le rendu réel de son travail. Il a utilisé un outil, en l'occurrence, là, il utilise un outil qui s'appelle Sketch. Il a des visuels, et il va se rendre compte, en fait, grâce à cet outil, en quelques secondes, que en fait, le rendu sur une page web, ça va rendre quelque chose de très différent. Et donc, il va pouvoir améliorer la qualité du design grâce à cet outil. Deuxième intérêt, bien sûr, c'est le code qui est généré, c'est un code qui est très propre, donc ça va permettre aux développeurs ensuite de l'intégrer beaucoup plus vite dans les pages. Donc cet outil, au départ, c'est parti d'un Kaizen. Moi, c'est une problématique que j'ai vue sur énormément de projets. Et à partir d'un moment, on a commencé à investir, on a dépensé de l'argent pour pouvoir commencer à développer cet outil. Alors, il y avait une question sur le ROI tout à l'heure, donc j'anticipe. Faire du lean dans une boîte digitale, ça marche très fort. Aujourd'hui, je vous ai parlé des questionnaires Théodo, on a 98% des clients qui, chaque semaine, en moyenne, répondent oui, je recommande Théodo. Il y a 94% des Théodoers qui recommandent à leur connaissance de postuler. Ça, c'est un test qu'on fait, qui s'appelle Happy at Work, qui est fait par les Échos, qu'on fait au moins une fois par an, et qui est fait de manière anonyme. Et ça, c'est la courbe de chiffre d'affaires. On a commencé le lean en 2012, on faisait 1 million de chiffre d'affaires, et aujourd'hui, cette année, on va faire 29 millions. Donc ça marche, ça vaut le coup. Alors, depuis quelques semaines, on a commencé à travailler sur le lead time. Et donc je voudrais vous raconter ça. Un petit clin d'œil à Michael. Je vous raconter ce qu'on a fait ces dernières semaines parce que c'est un sujet d'actualité et je suis en train d'apprendre plein de trucs qui vont vous sembler peut-être complètement trivial, mais j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Donc, bien sûr, le lead time, c'est lié à les problématiques tout de suite. C'est-à-dire, c'est lié à la stratégie. Donc, vous vous dire, Benoît, pourquoi ça fait pas des années que tu bosses sur lead time? Et en fait, on ne bossait pas sur lead time, je vais revenir plus tard. Pourquoi? Mais en tout cas, on avait plutôt un axe productivité et on n'avait pas vraiment un axe mesure de lead time. Donc quand on a commencé à bosser là-dessus il y a quelques semaines, quelques mois, il a fallu définir d'abord des standards. Et définir c'était quoi le lead time chez Théodo. Alors je vais vous expliquer comment ça marche, en commençant par lead time projet.
Donc on a un premier contact avec un prospect qui vient vers nous. Et à ce moment-là, on déclenche le chronomètre. Le but, c'est de réduire le lead time jusqu'à la première fonctionnalité en production. Donc c'est ce lead time qui est le lead time finalement le plus important de la boîte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous voir, il veut qu'on résolve son problème, donc il faut qu'on sorte une fonctionnalité en production le plus rapidement possible. La première étape du lead time, c'est la partie commerciale. C'est-à-dire, pour qu'on apporte le maximum de valeur au client, il faut qu'on réduise la phase commerciale. Il faut qu'on la réduise énormément, parce que chaque jour qui passe sur la phase commerciale, on apporte zéro valeur au client. La deuxième phase, c'est la partie lancement de projet, entre le go du client et le début du développement. Alors c'est une phase où on va faire deux choses. C'est une étape où on va déjà trouver une équipe à staffer, à mettre sur le projet. Donc là aussi, zéro valeur pour le client, tant qu'on n'en a pas. Et c'est une étape aussi où on va préparer les développements. Alors ça, c'est quelque chose de productif. On va préparer d'un point de vue fonctionnel et aussi d'un point de vue technique pour qu'une fois que l'équipe commence à développer, elle puisse coder vite. Donc ça, on a mis un standard à 20 jours. 20 jours ouvrés. Et ensuite, il faut mettre des fonctionnalités en prod. Et là, le standard, c'est quand une fonctionnalité est créée, qu'on arrive à la mettre en 10 jours. C'est le standard, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on arrive à faire. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, en fait, on fait des Kaizen sur chacune de ces étapes. Et on a des résultats assez intéressants. Et je trouvais que le plus intéressant, c'était de vous parler de la dernière étape, qui est la partie développer une fonctionnalité, parce que c'est vraiment notre cœur de métier, donc je vais vous raconter ça. Donc on a commencé un Kaizen avec, donc là c'est Frédéric, qui bosse avec son équipe sur le développement d'une plateforme e-commerce. Donc ils ont commencé tout simplement par mesurer le temps, le lead time moyen qu'ils avaient pour sortir une user story. Donc, une user story, c'est une toute petite fonctionnalité qui prend moins d'un jour. Donc le lead time pour développer une fonctionnalité qui prend moins d'un jour, c'était 35 jours. Alors on a mis en place une méthode d'analyse, très simple. Déjà, on découpe le flux. Alors chez nous, on utilise un outil dont Cyril a parlé qui s'appelle Trello. Donc, Trello, ça permet de visualiser un flux. C'est un outil digital, mais de visualiser un flux. Il y a des tickets, donc ils passent de colonne en colonne. Ça peut ressembler à un Kanban. Ensuite, on mesure le lead time. Cyril a aussi parlé du fait qu'on avait développé un plugin qui permet de mesurer automatiquement le lead time entre chaque colonne des tickets. Et ensuite, on va analyser l'histoire de chaque user story pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a mis 35 jours. Donc cette équipe, avec Frédéric, je vais vous présenter d'abord le flux d'une user story. C'est très simple, mais ça permet de fixer les idées. Et surtout le vocabulaire. Donc quand la user story est créée, il y a une phase de conception, et ils ont fixé un standard à 7 jours. C'est qu'une fois que la conception est faite, qu'on commence le début de développement. Ensuite, il y a la partie doing. Comme je vous ai dit que les user stories doivent être développées en moins d'un jour, cette partie, elle est assez rapide, elle doit être faite en moins d'un jour. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème qui s'est passé. Ensuite, il y a la partie validation, c'est-à-dire que le client doit valider la user story pour dire qu'elle est conforme à ses attentes. Et ensuite, il y a la mise en production qui doit prendre 1 heure. Idéalement, sur un projet, elle est quasi immédiate. On fait du continuous deployment et on fait ça de manière immédiate. Donc ils ont analysé, ils ont pris tous les user stories grâce au plugin Trello qu'ils utilisaient et ils ont regardé combien d'user stories avaient dépassé le standard. À quelle étape? Et donc, ils se sont rendus compte que l'étape qui était la plus problématique, c'était la partie conception. Donc, entre la création de la user story jusqu'à le début du développement. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne chez nous, et comment ça fonctionnait sur le projet. Depuis, ils ont changé leur manière, je vais vous expliquer ce qu'ils font maintenant, mais en tout cas, comment ça fonctionne de manière générale chez Théodo, et comment ça fonctionnait sur le projet. Donc là, vous avez des features. Les features, c'est pas des user stories, c'est plus gros. Et une feature, c'est un ensemble qui a du sens pour un client. C'est une vraie fonctionnalité. L'user story, c'est petit, ça a du sens pour un développeur. C'est découpé pour que ce soit tout petit. Donc, on est une agence digitale, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'agile.
Dans l'agile, il y a une méthode qui est utilisée, ils appellent ça un framework qui s'appelle Scrum, et nous on utilise Scrum. Et la particularité de Scrum, c'est qu'ils font des itérations très courtes, très rapides, d'une semaine. Alors en ligne, on appelle pas ça itération, on appelle ça batch. C'est un petit peu différent. On va voir. Donc chez nous, on fait des itérations d'une semaine, donc on est dans la communauté agiliste, on est considéré comme des super-héros de l'agile, quoi. Parce que c'est des itérations très courtes, et plus l'itération est courte finalement, plus on est fort. Donc on fait des itérations d'une semaine, donc l'équipe prend le backlog là, avec ces 3 features, les découpe en user story. Je vous rappelle ce que c'est une user story, c'est une toute petite feature mais découpée qui doit être développée en moins d'un jour. Alors bien sûr, chaque feature a une taille différente et donc est décomposée à un nombre différent d'user story. Et ensuite on développe pendant ce cycle qui est d'une semaine, qu'on appelle un sprint. Donc là ce que vous remarquez, c'est que la capacité de production de l'équipe est inférieure au nombre de user stories qui ont été produites en conception. Alors pourquoi? La raison elle est simple. C'est que le product manager, il a un stress. Vous avez une idée ou pas? Oui, le delivery, mais ça ne doit pas tomber. Ce que je veux dire, c'est que son stress, c'est que l'équipe, pendant ce cycle, n'ait pas assez de travail. Imaginez que l'équipe n'ait rien à faire. Du coup, il produit beaucoup de user stories. Ensuite, l'équipe se retrouve avec beaucoup trop d'user stories à produire, et donc elle va commencer à prendre des user stories et essayer de les développer le plus rapidement possible, et surtout qu'elle a appris chez Théodo à être super productive, donc elle va essayer d'aller le plus vite possible. Le problème, vous l'avez compris, c'est qu'il y a des user stories qui ont été créées alors qu'elles ne vont pas être développées pendant ce cycle. Donc déjà, là en lead time, on n'est pas bon. On a dépensé du temps. On a dépensé de l'argent pour développer, pour concevoir des user stories alors qu'elles ne vont pas être développées tout de suite. Donc il y a un gaspillage. Ensuite, on verra qu'il y a d'autres gaspillages qui s'enchaînent. Donc là, c'est le reliquat, c'est ce qu'on n'a pas développé pendant le sprint. Et donc, toutes ces user stories, elles retournent dans le backlog pour le prochain cycle. On a fait un cycle une semaine, là, on prépare le prochain cycle. Donc on a des nouvelles features 4 et 5, les 3 premières ont été développées en partie, et on a en plus le reliquat du sprint précédent. Hop, du coup, on découpe les features 4 et 5, et on choisit les user stories qui semblent les plus importantes pour les mettre dans le sprint backlog. Toujours avec beaucoup de surproduction. Et voilà, on a la fin du Z-Sprint, et on a toujours développé pas assez de features par rapport à la conception, mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a toujours pas développé une feature. Alors bien sûr, c'est schématique, je ne vous ai pas pris un exemple concret, mais c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que non seulement on surproduit des user stories, mais ces user stories vont créer énormément de problèmes de rework pendant le cycle. C'est-à-dire il faut les reprendre, il faut se souvenir de quoi il s'agit. Déjà, ça crée, en termes de compréhension de ce que le product manager doit faire, c'est très compliqué parce qu'il a énormément de tickets. Et là, il va devoir reprioriser. Et finalement, on développe des user stories, mais la user story, déjà trop lentement, mais la user story n'a pas de valeur fonctionnelle pour l'utilisateur. Et du coup, le lead time des user stories est mauvais, parce qu'on les crée trop tôt, on les conçoit trop tôt. Mais le lead time des features est encore plus mauvais. Alors cette équipe, ce qu'elle a expérimenté, c'est un truc complètement différent. Je crois pas que j'ai jamais vu ça dans l'agile. Il y a quelques semaines, ils se sont dit, en fait, plutôt que faire des sprints de taille fixe, d'une semaine, on va faire des sprints de taille, juste de la taille d'une feature. Et donc ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils prennent une feature qui est la plus prioritaire, ils la découpent en user story, et quand ils ont terminé de la découper, ils la développent. Et quand ils ont terminé de développer, hop, et ben ils s'intéressent à la feature d'après. Ils la découpent, et ils la développent. Alors en réalité, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ce qu'ils ont fait, et les résultats sont vraiment spectaculaires. Donc là, on est en lead time de user story, on est passé de 35 jours à 13 jours. J'ai pas les chiffres sur les features, mais c'est quelque chose qu'on est en train de suivre.
pour essayer de diminuer donc le lead time du feature. Donc voilà, pour conclure, j'ai envie de partager avec vous la vraie histoire derrière mon intérêt pour le lead time. Donc cette vraie histoire, elle commence l'année dernière. C'est en décembre 2017. Michael qui vient chez Théodo et qui me parle de plein de choses, fait un Gamma Walk, et qui me parle de lead time. Alors ensuite, quelques jours après, on voit un mail de relance. Alors je partage avec vous ce mail de relance. Je ne t'ai pas demandé ton autorisation, Michael, je suis désolé. Donc le point clé, vous ne pouvez pas lire peut-être, le point clé pour moi, c'est de regarder la boîte sous l'angle des lead time. Lead time de réponse à une demande client chez Caroline, lead time de réalisation d'un ticket externe. Bon, une fois que Michael m'a fait ce rappel, il ne s'est rien passé. Oui, sachant que je ne comprends absolument rien au développement informatique. Donc si ça se trouve, je raconte des conneries complètement complètes. C'était une bonne excuse pour moi. C'est exactement ce que je me suis dit. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je pense que je l'ai un peu prédit dans ces termes, pas exactement, mais de manière plus polie, mais et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais une bonne excuse pour pas le faire, je voyais pas l'intérêt. Enfin, voilà. Seulement, bon, Michael est revenu en juin, et là, pendant tout le Gamma Walk, il a parlé quasiment uniquement de lead time. Tout seul. Pardon ? Je n'étais pas tout seul. Non, t'étais pas tout seul, c'est vrai. Mais bon, t'étais leader quand même sur le sujet. Non, c'est Nicolas. Et finalement, on a commencé à travailler sur le lead time il y a quelques semaines. Donc, je vais vous partager un deuxième mail de Michael, parce que la question que Michael m'a posée, c'était finalement pourquoi tu as mis autant de temps pour t'intéresser au lead time. Et donc je lui ai répondu un truc, une sorte de bouillia, je sais plus quoi. Et Michael m'a fait une réponse que je trouvais hyper intéressante et que je voudrais partager avec vous aussi. La raison pour laquelle tu t'es pas intéressé au lead time, il dit « Eh oui, c'est comme prendre son poids tous les matins, se peser tous les matins sur la balance. On n'a pas envie de le faire parce qu'il faudrait faire face à des problèmes dont on ne voit pas de solution immédiate. » Alors ça c'est vraiment salaud, parce que vous voyez, je suis vachement et j'ai beau faire ça tous les matins, ça ne m'aide absolument pas. Je conclue, donc, Michael. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour conclure, j'ai pas envie de vous parler de Kanban ou de tact ou de flux tiré. Je pense que le vrai point de départ du Lean, en fait, c'est d'accepter d'affronter ses points durs, même quand ça semble impossible. Et je pense que la vraie différence, Michael pourra me contredire tout à l'heure, mais je pense que la vraie différence entre une boîte Lean et une boîte non Lean, c'est qu'une boîte Lean, elle regarde dans les yeux ses points durs, et même si elle ne sait pas comment faire, elle le fait quand même. Et cette histoire de lead time est vraiment intéressante parce que, en fait, je me racontais plein d'histoires. Alors bien sûr, je me racontais que Michael connaissait rien d'informatique, mais je me disais aussi, la partie commerciale, c'est la faute du client. On dépend trop du client. Pour commencer les projets, il faut qu'on se tape des équipes. Et si tu as fait des équipes, nous on a vachement de succès, on fait de la croissance, on n'a pas de dispo. Donc c'est pas de notre faute. Ensuite, pour mettre en prod des fonctionnalités, on a le client qui nous met tout un tas de user stories dans le backlog. Ensuite, la partie des déploiements, on dépend de lui énormément. Donc en fait, il n'y a pas de solution à ça. Ça ne sert à rien de regarder ça. Franchement, il vaut mieux regarder ailleurs. Et en fait, voilà, ça fait juste quelques semaines qu'on s'intéresse à ça. Je vous ai partagé une petite partie des découvertes qu'on a faites, mais les découvertes, elles sont géniales. Et donc voilà, c'était mon mot de la fin.